Je vais les présenter plus précisément et puis on va commencer. Vous allez voir que cette recherche, elle est vraiment multifacette et en même temps, vous allez voir qu'il y a un lien entre tout ça parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous sert à tous. Alors, nous avons donc Sophie Kurjan, chargée de recherche IHTP CNRS, en charge également des archives et du patrimoine à la Fédération de la haute couture et de la mode. À côté de vous, on fait un grand saut dans le temps. On a Alicia Beer, planeur stratégique senior mode et luxe chez Google France. Puis, que je ne me trompe pas, Maximilien Abadi, directeur de la stratégie chez Lectra. On parlera de découpe de tissu. Benjamin Simonauer, professeur à l'IFM. Et puis Nadège Rigui, chargée d'études veille stratégique et communication à l'Institut français du textile et de l'habillement. J'ai envie de commencer par vous, Sophie Kurjan. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez créé avec Maud Basse-Kruger un séminaire de recherche en histoire de la mode au CNRS, je le disais tout à l'heure. Et je voulais revenir sur, on parlait de Dior tout à l'heure, l'énorme succès de cette exposition Christian Dior, couturier du rêve. Je suis sûre que vous l'avez tous vu, qui se tient en ce moment aux Arts Déco. J'ai plus les chiffres, mais je sais que certains jours, on est allé jusqu'à 6000 personnes par jour. Donc ils ont fait des recherches, ils sont allés regarder les archives, le patrimoine, des gens qui se sont penchés, et ça plaît, et ça intéresse tout le monde. Pourtant, en France, vous qui avez le nez dedans, vous êtes rendu compte, Sophie, que finalement on était un petit peu à la peine sur ces histoires-là. On ne regardait pas forcément ce qui s'était passé avant nous, et on ne savait pas encore comment chercher. Oui, tout à fait. Merci. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement le paradoxe en France. Le constat est vraiment paradoxal. On est la capitale de la mode, comme l'a rappelé Pascal Morand. On a le mythe de la Parisienne. On a les plus belles archives en termes privés ou publics, que ce soit dans les maisons de couture telles que Chanel ou Givenchy. On a des magnifiques musées avec de magnifiques archives. Et malgré ça, les chercheurs les plus dynamiques, ceux qui publient le plus, qui ont fait les plus beaux livres, qui ont changé la donne sur l'histoire de la mode, ce sont des étrangers, des Anglais, des Américains. Et on est à la traîne, et ce qui est d'autant plus difficile à comprendre que nos chercheurs anglais et américains travaillent sur nos archives françaises. Ils viennent en France, ils nous prennent nos archives françaises qui sont foisonnantes et ils retournent chez eux, publier en Amérique ou en Angleterre. Donc on a un vrai paradoxe. On a des revues universitaires très haut niveau, mais qui sont anglaises et américaines. On a ce grand contraste entre nos potentialités et le constat, la réalité. On n'a pas de poste, on n'a pas de chaire de mode à l'université. Notre séminaire qu'on n'a pas créé, qu'on a repris de Dominique Veillon, la seule historienne de mode maintenant à la retraite qui a travaillé depuis sa spécialité de spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en mode, on a repris son séminaire et avec Maud, depuis 2012, on a essayé de l'ouvrir, mais c'est quelque chose qu'on fait à côté de nos activités. Et j'en profite pour remercier Pascal Morand, qui est le seul à m'avoir donné cette opportunité d'avoir... C'est comme, on en parle comme un postdoc moderne, c'est-à-dire qu'un postdoctorat moderne, je peux avoir un pied dans l'entreprise, valoriser des archives qui intéressent le public, comme vous dites, avec l'exposition Dior, mais avec d'autres expositions aussi. Donc avoir un pied dans l'entreprise, montrer à l'entreprise, que ça soit Chanel, Givenchy ou même d'autres maisons, que pour retrouver une certaine identité, c'est important de se retourner sur son histoire et d'utiliser, de valoriser ses archives. Et en même temps, j'ai un pied dans la recherche avec un séminaire de recherche à l'IHTP où on réunit chaque mois des chercheurs, des conservateurs, des archivistes pour parler de la mode d'un point de vue sociologique, historique. Et ça fait vraiment le pendant aussi avec l'IFM, et je pense que Benjamin, tu en parleras. Et justement, moi, j'ai pourquoi... Comment ça se fait qu'on en est là? On ne peut même pas faire une thèse sur une recherche sur la mode aujourd'hui. On peut, mais il faut avoir la volonté. Ah oui. Il faut trouver un directeur de thèse qui accepte ça, et c'est très compliqué. En fait, c'est comme un cercle vicieux. Il n'y a pas de reconnaissance. Comment ça se passe? À un moment donné, on a oublié de se dire que les archives étaient... C'est la grande question. On a l'histoire, on a le mythe, on a les étrangers viennent, ils sont jaloux de nous, dans un certain sens. Et pour autant, alors est-ce que c'est parce que c'est vu comme superficiel? C'est ce qu'on a mentionné. Est-ce que c'est parce que... on sait on a le pouvoir en mode, donc on n'a pas besoin de valoriser, de pérenniser cette réputation, mais c'est un vrai problème. Et à l'université encore, c'est compliqué de faire sa thèse en mode, on le fait en contournant le problème, en s'inscrivant dans l'histoire de l'art, en droit, en esthétique. On va voir que ça va changer grâce aux nouvelles formations qui vont se mettre en place. Benjamin Simonauer, justement, vous qui êtes prof à l'IFM, et qui travaillait justement sur la sémiotique appliquée aux marques de mode. Comment vous expliquez cela et est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de changer? Alors,
Je vais vous répondre en plusieurs temps. D'abord, je partage évidemment le constat un peu mélodramatique qui vient d'être fait, mais Ouais, qui est on réel. va dire, ça c'est pour commencer, on va dire que c'est mieux maintenant. Voilà, mais non, il va de soi que la mode est d'une certaine manière en France considérée comme un parent pauvre de la recherche. Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe à plein d'égards. D'abord parce qu'évidemment la mode est un secteur extraordinairement prolifique et qui donne lieu à de très nombreuses réussites en France, que la mode est associée, on va dire, presque symboliquement au rayonnement de la France et de Paris, singulièrement. Et aussi parce que si vous regardez d'innombrables travaux de chercheurs de tous les pays au XXe siècle, en sciences sociales, en sciences humaines, la mode est systématiquement un exemple privilégié. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre, par exemple, les dynamiques sociales, la façon dont les différents groupes dans une société se positionnent les uns par rapport aux autres, en général, l'exemple privilégié que retiennent des sociologues, pensez à Bourdieu, pensez à Georg Simmel, pensez de très nombreux noms, ils vont généralement prendre la mode et le vêtement comme l'exemple paradigmatique. Donc c'est très paradoxal que d'un point de vue institutionnel, la mode soit l'objet d'une forme de mépris, ou en tout cas d'une considération un peu lointaine, alors qu'en fait, quand vous lisez les travaux des pères fondateurs des sciences sociales, le vêtement et la mode sont au centre. C'est un premier paradoxe, pour rajouter dans le... alors, si je reviens à un propos plus institutionnel, justement, l'IFM n'est pas prioritairement associé forcément à la recherche, et pourtant, à l'IFM, il y a toujours eu une activité de recherche très forte qui va justement prendre, on va dire, à bras-le-corps l'idée que le vêtement et au-delà du vêtement, la mode, c'est-à-dire l'idée, effectivement, on a beaucoup parlé ce matin du vêtement, notamment comme objet technique, comme produit technique, qui donne lieu à de la recherche scientifique de très haut niveau, on va y revenir. Mais la mode est le moment où le vêtement devient un signe. Ce n'est pas seulement un produit technique, un objet dont on peut caractériser les propriétés matérielles, mais le vêtement a des propriétés symboliques extraordinairement fortes. C'est ce qui en fait un objet fascinant, d'étude pour tous les chercheurs. Et à l'IFM, on a toujours eu l'ambition de transmettre à nos étudiants, mais aussi d'écrire sur le vêtement et sur la mode, en intégrant ce que les anglo-saxons appellent les fashion studies, c'est-à-dire l'idée que si vous voulez comprendre la mode et le vêtement, il faut faire résonner les différentes sciences sociales, que vous n'y arriverez pas avec un point de vue strictement économique, que vous n'y arriverez pas avec un point de vue strictement sociologique, sémiotique, linguistique, mais qu'il faut combiner toutes ces ressources. Donc c'est notre position sur ce sujet. Et du coup, quand vous faites vos recherches, aujourd'hui, on peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert, à quoi bon d'aller chercher dans ce patrimoine, dans ces archives, de relever les documents poussiéreux de la fédération que vous trouvez au fond de la cave. Mais si ça a un but, quand on voit l'ampleur du patrimoine dans le storytelling des grandes maisons de luxe, qui depuis quelques années se sont réveillées, elles ont même intégré, vous me disiez, Sophie Kurkdjian, pour certaines, justement, des départements de recherche, qui se sont rendus compte de l'importance de ça. Privée, oui, exactement. Oui, parce qu'il y a toute cette histoire, il y a l'intérêt d'utiliser les archives pour le storytelling des marques. On voit que la plupart, si ce n'est toutes les maisons de couture, ont maintenant, ou même de prêt-à-porter, leur service d'archives et font des expositions, des livres, que ce soit en interne ou en externe. Et c'est important pour leur identité, pour assurer à la fois, pour valoriser leur modernité, aussi assurer leur pérennité, montrer qu'elles ont une histoire, un patrimoine, que c'est une tradition séculaire, mais c'est aussi de manière plus générale important pour parce que la mode, aujourd'hui, c'est quelque chose de grand spectacle, mais à l'origine, c'est des savoir-faire qu'on a transmis de génération en génération, c'est des métiers d'art dont on parle beaucoup à la Fédération de la couture, c'est des métiers d'art qui sont aussi un peu menacés. Donc, travailler sur les archives, c'est comprendre qu'à l'origine de tout ça, il y a des métiers d'art, des traditions, des petites mains, des gens qui ont transmis des savoirs, des pratiques. Et ça, c'est essentiel dans les archives. C'est comme l'idée de Paris comme capitale de mode. Ça paraît un préjugé, un poncif, mais en fait,
quand on ouvre les fabuleux archives de la Fédération de la couture, qui remontent au début du XXe siècle, on comprend qu'est-ce que signifie la capitale de mode en termes d'acheteurs qui viennent à Paris, de salaires, d'expositions internationales. Donc les archives, elles ont un vrai rôle marketing, ça c'est certain, indéniablement, et des fois c'est un peu le problème de l'instrumentalisation de l'archive, mais elle a aussi pour les sciences humaines et sociales, la littérature, l'art, elle a un vrai pouvoir de légitimation de notre réputation aujourd'hui. Et les archives sont incroyablement riches pour comprendre ça et enlever, et supprimer et éradiquer l'idée de la mode comme superficialité, argent, business, luxe. Les archives permettent de préciser tout ça. Benjamin Simenauer, on parle beaucoup d'histoire depuis tout à l'heure, mais vous le disiez, c'est aussi de la sociologie. La mode, c'est un signe. Et il y a des tentatives pour comprendre les mécanismes de la consommation, parce que la mode, c'est aussi la consommation. On en est où ? Alors, avant, juste un petit point, et je vais vous répondre. L'histoire, dont Sophie a admirablement parlé, est aussi extrêmement importante pour comprendre les processus de création. C'est-à-dire que la création en mode n'est pas une création qui temporellement est linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chaque génération quelque chose de strictement et nouveau. Mais le temps de la mode est plutôt un temps de va-et-vient, une sorte de spirale. Et du coup, l'histoire de la mode est absolument essentielle à la compréhension et au décodage des processus de création et intéresse les maisons pour cette raison-là, en grande partie. Alors, effectivement, si on se tourne de l'autre côté, c'est-à-dire non pas du côté de la création, mais du côté de la consommation de mode, on a beaucoup entendu ce matin cette idée qu'on veut replacer le consommateur au centre du dispositif. Et c'est un vrai challenge parce que une des grandes questions qui se posent aujourd'hui et un des grands chantiers sur lesquels on a en fait assez peu de choses, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est la question du comportement du consommateur de mode, d'un point de vue, alors évidemment du point de vue de ce que les sciences humaines peuvent nous apprendre, notamment de la recherche qualitative, comprendre quels sont les désirs, les aspirations, et aussi quel est le type de satisfaction que le consommateur a en consommant de la mode. C'est-à-dire quelle est la nature de cette satisfaction et quelles sont les modalités par lesquelles il va choisir les produits dont il espère obtenir satisfaction. Donc les conditions, la nature de la satisfaction et, on va dire, la démarche de recherche du produit. Pour tous ces sujets-là, il y a une discipline en train d'émerger qui est extraordinairement prometteuse, c'est l'économie comportementale, donc, qui a été primée par un prix Nobel il y a une dizaine d'années, et une quinzaine d'années, et pour laquelle on attend beaucoup de son application à la mode, en fait. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait penser que la consommation de mode a des propriétés en termes justement de comportement, de type de recherche, et aussi de type de satisfaction, et de satisfaction attendue et imaginée, qui diffèrent d'autres secteurs d'activité, qui lui sont propres, en fait. L'habillement étant évidemment quelque chose qui, psychologiquement, a un impact énorme. C'est-à-dire que c'est le signe de ce qu'on est, un vêtement, la tenue qu'on porte. Du coup, évidemment, le type d'investissement mental et économique que les consommateurs sont prêts à investir dans le vêtement dépasse largement la consommation d'autres types de biens. Vous avez dit, et vous avez dit qu'on avait beaucoup parlé depuis ce matin, il faut remettre le consommateur, le client au cœur de la chose, ou en tout cas essayer de répondre le plus possible à ses besoins. Chez Lectra, c'est un petit peu ce qu'on fait, Maximilien Abadi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Lectra, c'est le leader mondial de la découpe de matériaux souples. Vous développez des machines-outils connectées, des logiciels aussi. Votre premier client, eh bien, c'est la mode. C'est quand même 10% du chiffre d'affaires tous les ans sur la R&D. Et effectivement, vous aussi, vous avez évolué par rapport un petit peu à ce que vient de dire Benjamin Simenauer ces dernières années sur la recherche. Tout à fait. En fait, elle est partie de nos propres clients à nous. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on travaille notamment avec eux pour voir qu'est-ce qui allait fondamentalement les pousser à changer. Et on est arrivé à la conclusion qu'il allait y avoir 3 grandes tendances qui allaient les forcer à pousser à revoir leur façon de créer, développer, produire la mode, justement sur ces aspects de recherche un peu multifacettes. La première, je vais en parler brièvement, la première, c'est les millennials. Vous savez, c'est la génération des personnes nées entre les années 80 et 2000. Grosso modo, dans la rue, ils ont un smartphone dans la main, toujours sur Snapchat ou Instagram, prendre des photos. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants ? Pour la mode, c'est simple. C'est le plus grand pouvoir d'achat aujourd'hui dans le monde. Ils sont 2 milliards. C'est eux qui dictent les codes de la mode aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent des choses rapides, quand ils veulent, où ils veulent, qui soient de plus en plus nouvelles, qui aient de plus en plus de créativité, qui respectent l'environnement, qui soient toujours de meilleure qualité, et pour autant, ils ne veulent pas payer le prix.
Avouez que c'est paradoxal. Pour autant, c'est eux qui vont consommer le plus. La deuxième tendance qu'on a identifiée, c'est la digitalisation. Je vais donner la définition de Gartner, qui est un institut mondialement reconnu dans le domaine de l'IT. C'est l'intégration des technologies digitales par la numérisation de tout ce qui peut être numérisé. Ça veut dire quoi pour la mode? Les entreprises de mode, c'est comment on utilise notamment ces technologies qu'on a vues avant pour réinventer mon modèle économique. Ça existe déjà. Il y a déjà des tas de technologies. On en parlera cet après-midi, la digitalisation des business models. Exactement. On voit très bien ce qu'a fait Eurytech, cette formidable start-up. C'est de l'intelligence artificielle, c'est vivant dès aujourd'hui. Nous, chez Electra aussi, ça fait 10 ans qu'on a un logiciel qui permet de faire du développement produit en 3D. Le problème, c'est que les gens ont peur d'aller vers ces nouvelles technologies parce qu'ils se disent c'est un frein, le changement, je ne suis pas habitué. Pareil du côté usine, on a des machines connectées depuis 2007. On en a 3000 dans le monde qui opèrent, qui se renvoient des informations tous les jours, des millions d'informations sur la matière, sur les comportements de la machine, etc. Donc, la technologie, elle est là. La troisième grande tendance dans cette recherche un peu multifacette, c'est l'industrie 4.0. Donc la quatrième révolution industrielle. Il ne faut pas croire que ça concerne juste l'usine. C'est un peu le raccourci qu'ont fait notamment nos amis politiques en France, en se disant c'est l'industrie du futur, l'usine du futur. Non, c'est l'écosystème entier de la mode qui doit se réinventer. Ça part peut-être de l'usine parce que l'usine, elle intègre des nouvelles technologies, elle permet d'être connectée. L'usine peut se connecter à son écosystème et le but ultime de cette industrie 4.0, c'est comment je me connecte au consommateur directement. Comment l'usine et le consommateur peuvent dialoguer. Donc on répond toujours tout de suite à cette tendance des millennials notamment, de personnalisation, de time to market de plus en plus rapide, etc., etc. Et donc au final, quand on dit replacer le consommateur au cœur de tout ça, oui, on le sent chez nos clients, les consommateurs sont des co-créateurs. Eurytech l'a bien montré, on peut détecter des choses sur les réseaux sociaux, les comportements, on le voit dans les archives, ça remonte. Les consommateurs sont désormais les co-créateurs des vêtements et plus juste des spectateurs. Et comment ça se traduit chez Electra? Nous, chez Electra, du coup, on a décidé complètement de revoir notre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'avant, on faisait de la recherche de notre côté. Maintenant, on l'a fait avec nos clients directement. C'est-à-dire qu'on, sur la base de toutes ces conclusions que je viens de vous donner, on a complètement revu notre fonctionnement de la R&D. Avant, on développait en chambre, on poussait un produit. Maintenant, on co-développe des produits avec nos clients. On a des clients partenaires. On a notamment une quarantaine en ce moment avec qui on travaille dans le monde entier sur des nouveaux produits utilisant ces nouvelles technologies. Et tous les jours, en ce moment-là, vraiment, ces 40 utilisent des produits sur du cloud avec de l'intelligence artificielle, du big data. On les teste avec eux et on les mettra sur le marché, notamment dans les prochains mois. Mais vraiment, cette idée de dire le consommateur est au centre de tout, il est vrai pour nos clients finaux, clients de la mode, mais même pour nos propres clients à nous. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quelle entreprise dans le monde. Le consommateur est co-créateur aujourd'hui. Nadège Rigui, vous avez réagi à un mot parce qu'il vous concerne de près à l'Institut français du textile et de l'habillement. C'est le mot usine du futur, parce que ça, c'est un terme aussi sur lequel vous travaillez énormément. Tout à fait. Alors, juste un tout petit mot d'excuse de mon directeur général qui devait être là, donc Monsieur Lévy. Parlez bien près du micro. Parce que... alors, il paraît que je parle doucement, il va falloir que je me fasse un petit peu violence. Voilà, donc pour cause de calendrier incompatible, mais il souhaitait être là et il tenait à vous saluer. Alors effectivement, nous, donc juste aussi un petit rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, l'Institut français du textile, de la mode et de l'habillement, nous sommes un centre technique industriel. Donc, on est un petit peu à part autour de la table, sachant qu'on est vraiment dédié au soutien et à la contribution de la performance des entreprises. Ah, on m'entend là. Donc on a en partie une dotation budgétaire de l'État, donc on a une vraie volonté d'aider les entreprises avec le soutien de l'État, et on travaille aussi en partie sur de la prestation privée. Donc l'usine du futur. Pourquoi j'ai tilté sur l'usine du futur, mais après Electra, on travaille aussi ensemble sur des projets. C'est qu'aujourd'hui, on travaille pour tous les acteurs de la filière textile, mode, habillement. Et pour l'habillement, on a vraiment vocation aujourd'hui à accompagner et à contribuer à l'évolution de l'écosystème sur cette thématique industrie du futur. Alors, tout ça, c'est un peu des grands mots.
concrètement, là, on a dans les tuyaux un gros projet qui s'appelle InnoFab Mode, dont je peux parler. Je pense qu'il y a peut-être des acteurs de Mode Grand Ouest dans la salle. InnoFab Mode dans le Grand Ouest. InnoFab Mode. Donc c'est un projet qui est parti d'une vraie volonté, notamment avec les industries du Choletais, puisqu'il y a l'industrie de l'habillement, la confection aujourd'hui est plutôt située là-bas, même si ça rayonne en France. Donc l'idée, c'est de trouver des fonds FEDER, des fonds européens, pour faire passer un véritable cap à ces entreprises qui ont la volonté aujourd'hui de changer, mais qui n'ont pas forcément les moyens, parce que ça coûte cher, parce que ça coûte du temps et ça coûte de l'énergie, de passer ce cap, d'aller vers la numérisation des process, une vraie numérisation des process, pas simplement juste de poser des machines et de les faire échanger au sein de l'usine, mais qu'elles sortent de l'usine. C'est aussi créer des synergies, un cluster notamment, c'est moderniser les usines. Alors, on a parlé de nouvelles technologies, Alcimed les a présentées. Enfin, nous, au sein de l'IFTH, on a un service de veille et des ingénieurs qui veillent aujourd'hui. Donc ces technologies, on les connaît aussi et on essaye de voir à quel niveau on peut accompagner ces entreprises qui sont parfois très loin de ces avancées technologiques à aller vers du mieux, doucement, mais sûrement. Voilà, il ne s'agit pas de provoquer une explosion dans l'usine, il s'agit vraiment d'accompagner cette transformation. Et il y a énormément d'acteurs dans ce projet, donc c'est en cours d'instruction. Et on espère que ce sera vraiment déclenché dès 2018. Quoi. Donc, InnoFab Mode, on est au début de l'histoire. En revanche, je n'allais pas dire qu'on est à la fin de l'histoire, mais vous l'avez déjà pas mal écrite, pour que les gens se rendent compte aussi de ce que vous avez fait en matière de recherche. Si on parle du système expert mensuration, qui est né de toute cette campagne de mensuration, on parlait de mannequins virtuels et adaptables tout à l'heure, c'est parti de cette histoire-là aussi. Alors ça remonte un tout petit peu maintenant. Donc l'IFTH a été mandaté donc au début des années 2000, 2003, 2005. Alors notamment par l'UFIM, financé par le DEFI, donc représenté par Madame Rey, pour mettre à jour la campagne de mensuration qui n'avait pas été mise à jour depuis les années 70. Et il y a eu quand même des petite révolution dans les résultats. On est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus gros, malheureusement. Enfin, beaucoup plus, un petit peu plus gros, juste assez pour pas rentrer dans les tailles de vêtements qui sont proposés dans les magasins. Donc, on a toute une base de données là-dessus. On a des coffrets anthropométriques qui sont proposés sur les adultes, sur les enfants, sur les seniors. On avait toute cette base de connaissances et on a, en 2014, enclenché un projet collectif autour d'un système expert mensuration, donc le SEM, qui a vocation à faciliter la prise de mesure à distance. Donc, alors, en l'occurrence, c'était avec des acteurs du vêtement d'image, donc qui gèrent des vestiaires et qui sont obligés de prendre des mesures de leurs salariés, d'envoyer ça à leurs fournisseurs de vêtements pour trouver la bonne taille, etc. Si aujourd'hui c'est le chef d'entreprise qui va mesurer son salarié, il perd du temps. Si c'est le porteur lui-même qui mesure ses mensurations, on n'est pas sûr qu'elles soient exactes. Si on prend une photo, il peut y avoir un petit gap aussi sur la fiabilité des mesures. Donc, au sein de l'IFTH, on a travaillé sur du scanner 3D aussi avec Lectra pour la campagne de mensuration. Donc tout ça, ce ne sont pas des briques qui sont disjointes. Tout ça, c'est une vraie progression dans les systèmes. Aujourd'hui, on propose en ligne un système qui s'appelle Quick Size Calculator, qui permet, à partir de quelques données renseignées par le porteur, d'avoir directement la taille commerciale du vêtement disponible, le vêtement qui va lui aller le mieux selon son morphotype. Donc ça permet de gagner du temps et de l'argent pour l'entreprise. Et oui, et là on comprend tout de suite. Benjamin Simenauer, cette recherche sur, alors moins sur la mode que sur le vêtement, mais ceci dit, cette recherche sur le vêtement, elle sert aussi la mode, concrètement? Oui, j'ai distingué les deux, mais de manière un peu artificielle. Si vous voulez, la mode dépasse le vêtement au sens où elle est un phénomène culturel profond de formation et déformation à intervalles très réguliers et très courts du goût collectif.
C'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on appelle effectivement les fameuses tendances qui changent tous les 6 mois, maintenant tous les 3 mois avec la multiplication, des collections. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le vêtement est l'objet de cette transformation permanente et pourquoi pas d'autres produits finalement. Donc oui, bien sûr, cette recherche sur le vêtement comme produit, comme objet matériel, est une recherche qui informe directement ou qui transforme directement la mode en tant que processus culturel plus large, qui s'ancre sur ce produit, cet objet aux caractéristiques techniques singulières qu'est le vêtement, mais qui la dépasse parce que son ancrage culturel et ses résonances, effectivement, on parlait de sémiotique tout à l'heure, et de tout ce qui relève du signe, en fait, dépasse largement, simplement, voilà, le marché, quoi, on va dire. Sur ces transformations rapides, Maximilien Abadie, est-ce que vous pourriez juste nous raconter en 30 secondes qu'on se rende bien compte, parce que vous avez des machines, vous disiez, vous les co-créez aujourd'hui, mais vous avez des machines assez extraordinaires, par exemple pour la découpe du cuir. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué, la découpe du cuir. Le cuir, c'est une matière vivante, très vivante. Chaque peau de vache est unique. Chaque peau de vache a forcément des défauts. Elle n'a pas la même longueur de cou, même longueur de patte, des choses comme ça. Donc oui, le cuir, c'est un domaine dans lequel le savoir-faire humain est extrêmement important et il se perd. C'est-à-dire que pouvoir avoir des experts qui analysent les peaux, puissent bien voir comment elles sont, identifier les défauts, c'est quelque chose qui se raréfie dans le monde entier, mais pas qu'en France, dans le monde entier. Et c'est vrai que là joue le rôle de la technologie, c'est de se dire comment la technologie peut aider les opérateurs qui ne sont pas forcément qualifiés à identifier des défauts, à placer les pièces qui doivent être découpées sur la peau pour pour maximiser l'utilisation de la matière, réduire les problèmes de qualité, etc., etc. Donc oui, c'est vrai que ce genre de programme de machine, juste pour vous citer un chiffre, 15 millions d'euros d'investissement pour développer une machine de découpe de cuir chez Electra. Pour celle du découpe de tissu, c'est à peu près 25 millions d'euros. Pour de l'airbag, c'est 20 millions d'euros aussi. Donc ce sont des programmes de recherche extrêmement poussés, mais parce que c'est pas juste une question de faire un beau look, c'est de faire des choses qui réellement sont en rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Et aussi, comment est-ce que la technologie peut automatiser un certain nombre de tâches humaines à non-valeur ajoutée pour que justement tous les ouvriers, les opérateurs, les modélistes se concentrent sur le génie créatif au final de leur métier. Encore une fois, il a fallu s'adapter à des changements, à des transformations, un savoir-faire qui disparaît, là en l'occurrence. Et Alice Yabi, finalement, chez Google, vous qui travaillez directement avec les marques sur leur stratégie média, qui les accompagnez dans leur transformation digitale, c'est vraiment ça, c'est du test and learn en permanence. Comment s'adapter aux changements et être plus performant? Oui, ça c'est vraiment sur la partie, j'allais dire le bout de la chaîne de ce que nous, chez Google, on fait au quotidien, en tout cas chez Google France, et donc accompagner la transformation digitale des marques, mais sur des aspects qui sont, j'ai envie de dire, très prosaïques et qui sont vraiment liés aux campagnes publicitaires et médias, et je crois que c'est pas tellement l'objet de la matinée. En revanche, si on remonte d'un cran, ce qui est intéressant, je pense, du point de vue de la recherche, c'est la manière dont, en tant que Google, étant une entreprise qui, pour le coup, est extrêmement, si ce n'est customer-centric, user-centric, nous, c'est vraiment l'utilisateur en premier. Et c'est pour ça qu'on développe des plateformes qui, aujourd'hui, ont chacune plus d'1 milliard d'utilisateurs, comme Gmail, comme YouTube, comme le Search, qui sont vraiment accessibles à tous et qui permettent à tous d'avoir accès à l'information. Et ben finalement, en faisant ça, et ben on va réussir à créer des liens avec l'univers de la mode, parce que les utilisateurs et les gens sont très tous s'habillent. La mode, c'est très populaire, et du coup, c'est ce qui explique aussi le succès des expositions comme un Dior, par exemple. Et donc finalement, en travaillant un peu sur autre chose, en travaillant sur les interfaces, par exemple, comment aujourd'hui c'est le téléphone portable qui est devenu l'interface principale avec laquelle on interagit ou grâce à laquelle on interagit avec tout, et ben comme en travaillant sur ces interfaces, on a développé des projets, notamment le projet Jacquard, dont je peux vous parler un peu, qui est pour le coup très lié à l'univers de la mode, qui est un projet pour le coup qui est parti d'un principe simple. Aujourd'hui, les vêtements connectés qui se développent sont souvent des vêtements sur lesquels finalement on a apposé une pièce d'électronique. Donc en fait, c'est un vêtement qui n'est plus très naturel, qu'on n'a plus trop envie de porter, parce qu'on a artificiellement mis un petit machin d'électronique dessus. Donc en fait, l'idée de l'équipe basée à Mountain View
qui travaillent sur le projet Jacquard, c'est de se dire, on arrive aujourd'hui à avoir des fibres elles-mêmes qui sont connectées et qui portent la connectivité. Donc comment est-ce qu'on va aller créer, tisser des tissus qui eux-mêmes seront connectés et dont on pourra ensuite fabriquer des vêtements comme on le ferait avec n'importe quel tissu et qui vont eux-mêmes devenir les interfaces. Donc finalement, en travaillant sur la question des interfaces, qu'on pourrait penser beaucoup plus globale, on en est arrivé à créer une technologie que nous, ensuite, nous n'utilisons pas directement, mais qu'on met au service des marques comme Levi's, qui est la première marque à avoir créé une veste utilisant cette technologie, pour que les utilisateurs, à travers leurs vêtements, interagissent. Et c'est très concret, la veste, elle est lancée là aux États-Unis. Elle a été lancée, c'est un projet qui a été assez long, qui a été annoncé pour la première fois il y a 2 ans et qui, là, maintenant, est en magasin. Ce qui est intéressant, c'est aussi de parler du prix, parce que c'est une veste, en gros, c'est une veste en jean faite pour les gens qui sont sur leur vélo ou qui commutent, parce que c'est très américain, et pour faire en sorte qu'ils n'aient pas forcément besoin de chercher leur téléphone portable dans leur sac à dos ou dans leur sac. C'est une veste, donc Levi's, qui vaut un peu plus de $300, ce qui est 2 fois le prix de la veste non connectée, on va dire. Donc finalement, le saut en termes de prix est pas si démentiel quand on pense à l'incrément de fonctionnalité qu'on a sur le vêtement. Juste une petite parenthèse, Maximilien Abadi, le tissu connecté, c'est aussi une prochaine étape pour vous? Nous, on gère déjà toute une partie de connexion au sein des tissus. Pas 100%, parce que forcément, c'est en pleine recherche. Donc, des acteurs comme Google aussi, des choses comme ça, travaillent beaucoup. Oui, parce que le vêtement n'est plus juste n'est plus qu'un symbole. Alors, désolé, ça reste un symbole, mais ça devient une véritable expérience au final. C'est comment la technologie au sein du vêtement peut créer des nouvelles expériences, des nouvelles interfaces hommes, machines, utilisateurs, tissus. Donc oui, ce sont des questions sur lesquelles on travaille, mais au final, les investissements sont tellement colossaux à la base que nos propres clients nous disent que ce n'est pas industrialisable aujourd'hui. C'est des expérimentations, ça peut fonctionner, mais comment concrètement produire 1000, 5000, 15 000, 100 000 pièces de vestes connectées, industrialisables et rentables? Le problème de la mode, c'est que la rentabilité n'est pas si élevée que ça. Alicia Villa. Oui, alors sur cette notion de scale ou scalability, donc de mise à l'échelle qui a déjà été évoquée précédemment, je crois que c'est vraiment un des 3 piliers de ce qui font qu'aujourd'hui la recherche chez Google, qui est une recherche souvent beaucoup plus appliquée, est reprise finalement et peut être reprise par plein d'industries, y compris celle de la mode. C'est évidemment le côté user-centric, donc on est vraiment quels sont les besoins de l'utilisateur aujourd'hui, comment on peut les adresser. On a ce côté scale, et c'était tout l'intérêt de ce projet Jacquard, de se dire comment est-ce qu'on arrive à obtenir une fibre connectée qui puisse être utilisée dans n'importe quelle usine et qu'on n'ait pas forcément besoin de créer des machines spécifiques qui vont pouvoir traiter ce tissu, mais qu'on puisse les traiter sur n'importe quelle machine de n'importe quelle usine. Et puis après, il y a aussi ce côté qui est très important pour nous, qui est le côté open source. Là, le projet Jacquard, c'est encore le début, donc c'est pas encore une plateforme ouverte, mais tous les projets qui sont développés chez Google sont des projets qui ont vocation à devenir open source. Par exemple, on parlait d'intelligence artificielle ce matin. Nous, on a une plateforme qui s'appelle TensorFlow qui permet à tout un chacun qui a un minimum d'appétence pour la technologie et peut-être quelques compétences de développement, d'utiliser nos ressources, les ressources concrètement hardware de nos ordinateurs à travers le cloud, à travers TensorFlow, et donc de développer des projets en utilisant le machine learning pour leurs propres usages. Et un autre exemple, c'est celui du projet qu'on a mené avec notre plateforme Google Art et Culture, qui pour le coup est complètement lié à l'univers de la recherche et des archives dans le milieu de la mode, puisque nous avons depuis plusieurs années ce qu'on appelle donc la plateforme Google Art et Culture, qui est une plateforme globale dont l'objectif, toujours sur la même mission de rendre l'information accessible à tous, et bien que cette information, c'est aussi l'information culturelle, donc les œuvres d'art au sens très large. Et donc cette année, on a lancé un projet qui s'appelle We Wear Culture, où justement, on a mis au service des fondations, des musées, des archives, nos technologies, pour permettre, par exemple, de numériser en très très haute définition certaines pièces de vêtements, de mettre à disposition sur cette plateforme des images tout simplement, et de créer du contenu pour rendre accessible finalement la richesse de ces archives, aussi avec un prisme qui est très ouvert à l'utilisateur. C'est-à-dire c'est un site, on y va, c'est évidemment gratuit, on peut voir en très très haute définition les détails infimes d'une robe dessinée par Cristobal Balenciaga lui-même et se rendre compte en fait des détails qu'on n'aurait pas même pu voir à l'œil nu en allant dans un musée. Et ça, du point de vue de la recherche, aussi bien pour les chercheurs professionnels qui ont accès
au lab qui se trouve à Paris et qui peuvent utiliser ces technologies que pour tout un chacun qui a juste envie de se cultiver et d'avoir accès à ces informations, ce sont des ressources qui sont, je crois, assez vertigineuses d'ailleurs à consulter. Vous avez beaucoup de Français, d'institutions françaises, de maisons françaises sur Google Earth et culture dans ce programme? Oui, bien sûr. On a plus de 180 partenaires à travers le monde. Et donc, on a lancé, en l'occurrence, au Musée des Arts Décoratifs, qui était notre partenaire principal en France. Donc oui, il y a énormément de musées, de fondations. Par exemple, à Calais aussi, le musée de la dentelle de la ville de Calais aussi, qui a participé, qui était un des principaux partenaires. Donc oui, la France était évidemment très présente dans ce projet. Sophie Kurjan, quand vous connaissez bien sûr l'existence de ce site, de cette offre de Google, du coup, vous dites aussi, c'est un moyen supplémentaire, on parlait d'exposition tout à l'heure, de mettre en valeur toutes vos recherches, sachant qu'on s'aperçoit qu'elles intéressent finalement pas seulement le milieu de la mode, mais aussi le grand public. Vous regardez tout ça aussi de près? Tout à fait. Et je pense que ce projet est vraiment essentiel pour rendre l'histoire de la mode, la sociologie accessible, démocratique. Et c'est vrai que c'est un moyen même d'aller dans les coulisses de la mode, de comprendre le textile, les matières, les coupes. Et je pense que c'est vrai pour la recherche traditionnelle en sciences humaines et sociales ou autre type de recherche, mais aussi on parle peut-être moins aujourd'hui de la recherche créative, mais tout ça que la recherche créative qui va permettre de faire des thèses sur un projet très concret de recherche sur le vêtement, que ce soit sur les hautes technologies ou pas, mais tout cet apport de Google ou de Lectra ou des hautes technologies est essentiel pour la recherche, pour nous, mais pour nous historiens, mais aussi pour d'autres types de chercheurs, et c'est essentiel pour le public surtout, mais aussi pour nous en tant qu'outil de connaissance, parce qu'en fait, c'est un gros problème en France, c'est que même si on arrive à faire de la recherche, on est très déconnecté des musées, parce qu'il n'y a pas, à la différence de l'Angleterre ou des États-Unis, il n'y a pas de lien entre le musée et la recherche. C'est-à-dire que, ce qui est paradoxal encore, parce que la mode est un objet, et il faudrait pouvoir étudier l'objet en tant que tel, et pas parler de la mode de manière abstraite. Et il y a très peu de liens avec le Galliera ou les arts décoratifs. Donc c'est vrai qu'un outil comme Google va permettre d'établir des liens, finalement, même s'ils sont digitaux. Ça va permettre d'établir des liens, et aux chercheurs, ça va leur permettre de travailler sur l'objet, sur toutes ces dimensions, et c'est d'autant plus vrai pour des documents qui sont très anciens, qui sont impossibles à mannequiner ou impossibles à sortir des réserves. C'est aussi un moyen de les regarder, de les voir sous toutes les coutures. Benjamin Simonauer, sur cet apport de Google à la recherche encore aujourd'hui, c'est un tout, et c'est peut-être ce qui va faire justement, là on voit qu'elle s'est substituée à un manque ou un dysfonctionnement peut-être en France. Oui, et Google et d'autres acteurs, d'autres très grands acteurs du numérique aujourd'hui sont d'une certaine manière en concurrence avec les institutions de recherche, précisément parce que ce qu'Alicia présentait, c'est qu'effectivement Google met à la disposition d'un public très divers, qui va du chercheur au kidam, une base de données non seulement beaucoup plus riche, mais d'un type nouveau. Donc, évidemment, factuellement, il y a une concurrence entre l'université, les institutions dédiées à la recherche, et ces entreprises qui sont dédiées également à la connaissance. J'ajoute sur la dimension, effectivement, la recherche technologique qui est associée à la mode, que ce qui est très intéressant et qu'on est en train de... Enfin, en vous écoutant, je me disais, au fond, il y a une dimension du vêtement qui est une dimension qui a été un peu, on va dire, mise de côté par la recherche, ou en tout cas qui était moins centrale, et aussi par la publicité, qui était sa dimension fonctionnelle. Le vêtement, après tout, sa première raison d'être, c'est de protéger le corps, de le couvrir, avant effectivement d'être une parure ou un langage. Et cette dimension fonctionnelle, on a l'impression qu'on en avait fait le tour. C'est-à-dire qu'au fond, l'industrie de la mode avait pu atteindre une forme de perfection dans le vêtement. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies, les fonctionnalités du vêtement sont nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fonctions. Le vêtement permet de connaître des choses, par exemple. Ou va permettre effectivement que les expériences liées au vêtement vont être très différentes. Donc je pense que c'est
effectivement, on a abordé deux types de recherche aujourd'hui. Il y a cette recherche technologique qui est un peu invisible parfois pour le consommateur. Effectivement, je n'ai pas vu la veste Levi's, mais je suis pas sûr que de l'extérieur, on voit. Ah non, c'est ça l'idée, justement. Puisse détecter qu'elle soit à valeur technologique ajoutée. Mais effectivement, il y a cette recherche qui est un peu invisible pour le consommateur, mais qui va permettre aux vêtements d'avoir des fonctionnalités nouvelles et pourquoi pas effectivement des formes nouvelles demain. Et puis il y a une recherche, disons, plus académique qui peut être extrêmement utile pour les marques parce qu'elle peut les inspirer, parce qu'elle peut les aider effectivement à comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas auprès d'un public de plus en plus fan de mode. Et c'est intéressant effectivement de faire dialoguer ces deux types de recherche, une recherche très technologique et puis une recherche qui est plus liée aux sciences humaines, on va dire, de l'histoire à l'économie en passant par la sociologie, etc. Alicia Bière, vous vouliez réagir? Ouais, je voulais juste rajouter un point qui est très important, qui est lié évidemment à nos moyens et aux outils du coup aussi qu'on met à disposition. Où on parlait encore, c'est pour revenir une minute sur le machine learning, oui. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, je pense forcément à quel point ça peut être aussi un outil formidable d'accélération du traitement de l'information. Et aujourd'hui, notamment sur cette plateforme d'ailleurs Arts and Culture, et ça marche sur la partie mode, mais ça marche sur la partie, d'une manière beaucoup plus globale. On a des outils accessibles à tous qui permettent d'aller faire des recherches dans des ensembles photographiques extrêmement larges. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point de sophistication des capacités de recherche telles qu'en fait, on va avoir une finesse de traitement de l'information qui dépasse évidemment de très loin ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu ou même collectif d'individus dans la recherche. En revanche, ça ne veut pas dire que après tout ça, il n'y a pas la nécessité d'un traitement humain et d'une intelligence humaine. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un des sujets, pour le coup, de recherche important chez Google dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le biais des datasets. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, très facilement expliquée, c'est de se dire on voudrait que l'ordinateur soit aussi intelligent qu'un être humain et soit capable de classifier lui-même des informations en apprenant par l'exemple. La question c'est mais quel exemple on donne à la machine pour qu'elle apprenne? Et donc si par exemple on dit à la machine voilà un exemple, je te donne 1000 photos de grands leaders. Tu vas les passer en revue, puis ça va te permettre d'apprendre ce que sont des photos de leaders. Oui, mais quel visage on montre? Est-ce qu'on montre que des hommes blancs? Ou est-ce qu'on montre 50% d'hommes, 50% de femmes? Est-ce qu'on montre ce qui représente aujourd'hui les leaders ou ce qu'on voudrait représenter les leaders demain? Donc il y a aussi cette question de comment, une question très morale et éthique aussi, et qui est très complexe, comment est-ce qu'on s'assure aussi de la représentativité, peut-être d'une certaine manière de la moralité aussi, de ces sets d'exemples qu'on fournit à la machine, et d'où évidemment la nécessité d'un regard humain très important sur ces outils, qui ensuite représente un avantage compétitif incroyable dans le traitement de l'information. Maximilien Abadi, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'en fait, le meilleur exemple de vous montrer que la recherche elle est réellement multifacette aujourd'hui, c'est Amazon. Vous prenez Amazon, Amazon a capitalisé sur toutes les données qu'ils ont sur leur site de e-commerce, mais également de données consommateurs, pays, locaux, habitudes de consommation, morphologie, habitudes d'achat, etc., pour créer 60 marques de mode en quelques années. Et ces marques de mode, elles sont locales ou régionales. C'est-à-dire que le vêtement que vous avez sur Amazon États-Unis n'a rien à voir avec le vêtement que vous avez sur Amazon UK, qui n'aura rien à voir dans quelques années avec le vêtement Amazon Italie. On en parlera un petit peu cet après-midi dans la digitalisation des modèles. Mais moi, j'ai une question quand même. Est-ce qu'ils réussissent à percer avec ça? Oui, Amazon est aujourd'hui le premier e-retailer de la mode aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis. Et croyez-moi, ils sont en train d'arriver. On pensait qu'Amazon allait rester sur des vêtements basiques. Pas du tout. Ils ont tellement investi, ils investissent justement dans un nouveau laboratoire en Allemagne autour de l'intelligence artificielle dédiée à la mode, justement, pour dire j'analyse encore de plus en plus de faisceaux, d'indicateurs, de capteurs, etc., pour justement créer des vêtements qui seront de plus en plus adaptés aux consommateurs finaux. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique de je pousse quelque chose à c'est le consommateur qui m'a incité à faire ça et j'en produis beaucoup moins parce que je sais que ma collection elle sera peut-être éphémère ou petite série. Benjamin Simenauer, quand on est en France, place créative de la mode, difficile à entendre. Il faut s'y habituer, il faut s'y faire. Je pense qu'une des grandes questions qui touche le secteur de la mode, mais pas uniquement, qui touche beaucoup de marchés,
c'est la question de la frontière entre effectivement ce que l'analyse des données disponibles, donc d'une connaissance empirique, permet de détecter en termes de signaux faibles, de tendances futures et aussi de préférences des consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que les actions des consommateurs révèlent véritablement l'intégralité de leurs préférences? Ça, c'est une... Et de l'autre côté, que reste-t-il de la création? C'est-à-dire, et quelle place on accorde à la création qui ne saurait pas encore complètement se réduire à une forme d'intelligence artificielle, même si on voit des exemples assez troublants, notamment dans le secteur de la musique, où on voit des robots ou des machines qui arrivent à composer des morceaux de musique à la manière d'eux, qui sont presque d'une certaine façon mieux faits que ce qu'ils imitent. Donc peut-être que demain, effectivement, on peut imaginer un monde, je ne sais pas s'il est très souhaitable, mais dans lequel on aura des machines. J'ai perdu le son. Changez de micro, s'il vous plaît. Il y a des musiciens dans la salle qui n'ont pas Oui, effectivement, je crois que je tiens des propos hautement polémiques. Donc, j'ai l'impression que voilà, un fantasme qui est aussi une angoisse du monde contemporain, c'est le moment où la machine n'est pas seulement plus intelligente que l'humain, mais aussi plus créative, au sens suivant. La machine saurait mieux anticiper les désirs des individus que les individus eux-mêmes. Et ça, c'est assez inquiétant, je crois. On ne devait pas finir avec une note optimiste avec vous. Vous avez dit à Alicia... Alors, tenez, Alicia. La note optimiste, c'est que je ne suis pas du tout persuadé que ce soit l'avenir. C'est un fantasme contemporain. On entend énormément parler, effectivement, du remplacement des hommes par les machines. C'est ce scénario-là qu'on entend. Je ne suis pas du tout persuadé, et l'industrie de la mode est un très bon exemple, parce qu'aujourd'hui, ces grands drivers, comme on dit, sont quand même des forces créatives humaines. Donc on n'est pas du tout persuadé que cette substitution soit possible. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ça allait arriver, et je ne veux pas vous plonger collectivement dans ce cauchemar. Mais c'est quelque chose qu'on entend. C'est une interrogation. Sophie Kurdian, pardon. Oui, pour terminer, sur une note, ça marche, positive. Parce que c'est vrai que c'est ce que tu as dit, Benjamin, au début, il ne faut pas dramatiser, donc, ni par le remplacement de l'homme par les machines, ni par le fait qu'on est pauvre et en retard en France dans la recherche dite classique. Pour terminer sur une note positive, donc voilà, il y a des problèmes, il y a aussi beaucoup de potentialités, beaucoup plus qu'on ne le croit, et surtout, il y a des potentialités nouvelles, parce que ça bouge, en fait, depuis 10 ans, ça bouge beaucoup. Et grâce au ministère de la Culture, Maude Basse-Kruger, mais aussi Alexia Fontaine, une autre chercheuse, et moi-même, on est partie prenante d'un nouveau projet, et on voulait en faire l'annonce aujourd'hui. Et c'est un projet qui est soutenu activement et avec ambition par le ministère de la Culture, en partenariat avec la Fédération de la haute couture et de la mode, qui vise en fait à réunir la communauté des chercheurs, mais des chercheurs des sciences humaines jusqu'à la tech, en passant par l'esthétique, le droit, pour rassembler cette communauté invisible, mais qui existe vraiment et qui a l'ambition de supplanter, ou du moins de rattraper le retard face aux Anglais et aux Américains. Et c'est donc un projet qui s'appelle Culture de mode. Et je remercie au nom de mes collègues Juliette Chevalier, qui nous a beaucoup aidés, Florent Kiefer et Pascal Murgier, qui sont pas loin, et Jennifer Thio, avec qui on avait commencé de réfléchir à ça il y a plus d'un an. Comment réunir les chercheurs autour de 4 points cardinaux, faire des conférences grand public pour parler de ces fashion studies, rédiger un manifeste sur la mode. Qu'est-ce que les fashion studies à la française? Qu'est-ce qu'elles pourraient être? Quelle est notre spécificité? Parce que tous les grands textes, comme tu l'as rappelé, sont écrits par des Français. On a des super théoriciens sur la mode. Donc réaliser un manifeste sur les French Fashion Studies, si tant est que le terme renvoie à une réalité. Créer une plateforme, parce que le digital, bien sûr, on ne peut pas y échapper, pour recenser tous les lieux d'archives, parce qu'on parle des grandes maisons, mais il y a aussi beaucoup d'archives et de trésors dans les provinces, dans les petites villes. Donc faire un état des lieux, une cartographie des lieux de patrimoine et d'archives. Et enfin, monter une exposition sur qu'est-ce que la mode, mais en lien avec la mode d'aujourd'hui, les petites mains, les créateurs, les nouvelles technologies. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un projet sur 3 ans qui va être collaboratif. Et je pense qu'on l'a aussi dit au début de ce forum. La recherche, en tout cas, il faut travailler dans la collaboration, l'équipe, et c'est seulement en échangeant et en partageant, vu que le contexte est difficile, qu'on arrive à avancer sur des beaux projets comme ça. Ça s'appelle Culture de mode. Culture de mode. Et c'est lancé aujourd'hui. Bravo. Maximilien Abadi, on arrive à la fin.
côté note positive, j'ai jamais dit que les humains allaient disparaître. Attendez, que ce soit clair. On aura toujours besoin de stylistes, de modélistes, d'opérateurs, des ouvriers qualifiés. C'est juste qu'il ne faut pas les opposer à la technologie. Il faut plutôt se dire en quoi la technologie peut les aider à mettre en œuvre leur génie créatif, comme le disait notre ministre tout à l'heure. C'est plutôt ça. Donc, la France a un grand patrimoine, un grand savoir-faire. Il faut capitaliser là-dessus. Mais il ne faut pas se dire je regarde la technologie de loin ou je mets le temps d'y aller, parce que ça peut être un accélérateur et un facilitateur de créativité incroyable. Voilà, il faut travailler tous ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réactions? Par ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des micros disponibles? Et puis au fond aussi, j'ai l'impression. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un avec des micros. C'est bon. Oui, bonjour. Je suis la fondatrice de My Tailors & Co. Nous venons de remporter il y a quelques semaines le prix de l'innovation au Fashion Tech Days. Et je voudrais faire le lien avec tout ce qui a été dit autour de la place centrale du consommateur, de la co-création, de l'agilité entre les acteurs, de l'intégration des prises de mesure, puisque My Tailors & Co. est un concept complètement qui répond à tous ses besoins, à toutes ses attentes, et également à la place des savoir-faire dans tout ce processus et cette modernisation du secteur de la mode. My Tailors & Co. c'est la première plateforme internationale dédiée aux réalisations à la demande, sur mesure ou personnalisée, mettant en relation les clients particuliers ou professionnels avec les artisans, créateurs, fabricants dans l'univers du design, de la mode et de la maison, et avec cette possibilité pour les clients de sélectionner des critères dont le budget, la prise de mensuration, la localisation des artisans, et de choisir s'ils préfèrent travailler avec des métiers d'art, des fabricants, etc., etc. Je vous remercie. Merci pour la petite présentation. Si vous avez d'autres messages à passer. Alors, monsieur, au fond, je vous vois, mais il faut que vous alliez à une table pour pouvoir utiliser un micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne, oui. Oui, bonjour. Allez-y, on vous entend. Restez, je vous en prie, madame. Bon, voilà. L'intendance va suivre. Merci. Pour coller au sujet de la table ronde, une recherche multisupport ne devrait-elle pas donner plus d'importance à la recherche en matière de costumes de scène et costumes de cinéma? Ma question est motivée par la sortie chez les marchands de journaux, ces jours-ci, de la nouvelle revue Mode et Costumes. Sophie, allez. Oui, c'est une grande question, et c'est la question aussi de la terminologie, la mode, le costume. Les apparences. Et c'est vrai que le costume, c'est quelque chose qui peut paraître un peu oublié, mais c'est quelque chose qui a aussi été étudié et qui va être mis en valeur par la nouvelle revue dont vous parlez. Et c'est quelque chose aussi dont s'occupe le Centre national du costume de scène à Moulins, qui réunit les archives de l'opéra, des ballets, de beaucoup de théâtre et de la comédie française, je crois. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi quelque chose qui nous paraît peut-être déjà traité ou déjà peut-être déjà traité, et on voudrait travailler sur autre chose, en tout cas en ce qui nous concerne, nous. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question ou réaction sur ce sujet-là, la recherche multifacette? Mais ceci dit, il y a plein de domaines dont on va continuer à parler. Alors, merci beaucoup à vous, messieurs, dames, Nadège Rigui, Benjamin Simonauer, Sophie Turgeon, Alicia Bir et Maximilien Abadi. Merci à tous. Et oui,